This is the North Africa Journal, and thank you for downloading this podcast. For more podcasts, information, and user rules, please visit north-africa.com/podcast. Bonjour, je suis Ariski Daoud du North Africa Journal. Ce qui suit est une conversation avec un expert en affaires africaines et maghrébines. Enregistrée le 12 janvier 2011, cette conversation se concentre sur la Tunisie. Bonne écoute. Une question qui est peut-être importante de mon côté, c'est que, étant donné son âge, étant donné le fait qu'il a été au pouvoir depuis 23-24 ans, est-ce qu'il est naïf de notre côté de penser qu'il a cette capacité intellectuelle de changer et qu'il sera un agent du changement, ou bien est-ce qu'on est en train de rêver? C'est totalement ce qualificatif qu'il faut attribuer. On est en train de rêver. Ben Ali, il est inscrit dans cette psychorigidité et il ne changera jamais. En tout cas, on le voit même dans les moments de faiblesse, et on l'a vu à plusieurs reprises pendant ces 23 années. Il te donne l'impression de céder, mais juste pour se donner le temps de maîtriser la situation et de repartir sur la même ligne. C'est absolument unique. Et Ben Ali, dans la phase actuelle, c'est un homme qui s'est complètement carbonisé, parce que, si je me permets cette expression, parce que dans cette gestion de la crise, il a montré totalement qu'il est hors jeu. C'est-à-dire que, en fait, il est resté dans l'argumentaire politique, complètement sur cet épouvantail de l'islamisme, de la déstabilisation volant de l'intégrisme, etc. Et alors que la réalité, c'est tout autre aujourd'hui. Les raisons profondes de la situation aujourd'hui, c'est d'abord une saturation les Tunisiens sont totalement saturés par ce régime, par ce pouvoir, et c'est une espèce c'est en fait une goutte qui a fait déborder le vase, cette immolation de cet individu qui ne pouvait plus accepter l'humiliation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans les rues, on parle de dignité, on parle il a tellement avili, en fait, le système a tellement avili le Tunisien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un risque majeur devant cette impuissance de pouvoir agir sur le quotidien, sur le destin de chacun des Tunisiens, que les gens se jettent dans les bras de la religion pour se réfugier, pour se trouver une raison d'exister. Et c'est là où se situe le danger. On ne se rend pas compte en Occident, on n'a pas la grille de lecture et on n'apprend rien de l'histoire, qu'avec une telle gestion, c'est vraiment jouer contre soi. C'est absolument une myopie inacceptable. Et c'est pas un propos contre Ben Ali, c'est contre un système. Voilà. Malheureusement, il n'est plus. Les erreurs ne sont plus rattrapables. La Tunisie est allée aujourd'hui. Le curseur est placé totalement à un endroit où il y a un point de non-retour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. La Tunisie de demain, même si la situation va pourrir, mais l'option de la durée en tout cas de la survivance ou de la survie de ce pouvoir n'est plus possible, parce que dans les chromosomes de ce pouvoir, il a en fait esquissé son autodestruction par la manière de gérer le processus. Absolument. Donc tu avertis la communauté internationale, au moins les observateurs occidentaux, que il faut pas trop s'attendre au changement. Du moins dans les là, semaines. C'est une temporisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. C'est-à-dire que c'est pas une spéculation intellectuelle que je fais avec toi. C'est-à-dire qu'il y a une description de la réalité
il y a des catégories de Sciences Po, c'est-à-dire qu'on arbitre les éléments entre eux et on essaie de faire une mise en perspective. Et aujourd'hui, la situation, la Tunisie aujourd'hui dans une situation de rupture systémique, c'est-à-dire que la situation est arrivée à un point où l'on ne sait pas où l'on va aujourd'hui. Et c'est ça l'autre drame de ce pays et de ce pouvoir, c'est qu'il a nettoyé la scène tunisienne. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un véritable flottement, nettoyé de toute possibilité d'alternative politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Tunisiens veulent attendre le Messie, on dirait, attendre une incarnation pour pouvoir leur dire oui, on vous attend, sauvez-nous de cette situation. Et c'est pour ça que tout le monde, moi j'ai aujourd'hui des centaines de communications et d'appels, et c'est un désarroi total parce que d'abord ils sont dans cette espèce d'euphorie, on dirait quelqu'un qui a été libéré d'une prison, c'est-à-dire qu'une espèce de joie et en même temps beaucoup d'inquiétude parce qu'ils ne savent pas comment va être fait demain. Et c'est pour ça que l'homme qui va incarner aujourd'hui cette Tunisie nouvelle n'est pas encore, ne s'est pas manifesté. Et pourquoi il ne s'est pas manifesté? Parce que Ben Ali n'a laissé aucune alternative politique sur la scène politique tunisienne. Et c'est vraiment, et c'est terrifiant. Et quelle est ton opinion sur la théorie qui dit que il y a en ce moment une bataille au pouvoir entre plusieurs familles, alors que la Tunisie s'apprête, du moins à 2014, à aller vers une nouvelle élection présidentielle. Est-il possible que tout ce qu'on voit a été fomenté par des groupes bien sûr pour le pouvoir, pour le contrôle de l'économie, etc. Est-ce que c'est une théorie valable? C'est vraiment en fait une spéculation complètement absurde. C'est vraiment c'est très fantaisiste comme raisonnement. Parce que évidemment, il y a dans les jeux de pouvoir, il y a toujours des clans, des tendances, etc. Mais non, il y a une véritable spontanéité dans le mouvement. On le voit d'ailleurs, il prouve le mouvement en marchant. C'est absolument extraordinaire. C'est un phénomène révolutionnaire. Ça n'a jamais été vu dans l'histoire de Tunisie, quand on est historiciste d'une certaine façon, c'est-à-dire quand on connaît la dialectique de l'histoire. L'histoire ne se répète pas, mais la dialectique historique se répète et elle est décryptable. Et c'est pour ça que quand on voit la situation tunisienne dans son histoire, il y a ce type de soulèvement. Le Tunisien, il est très urbain, un homme calme, méditerranéen, pacifique. Mais il est très souvent aussi un homme qui se soumet à l'autorité. C'est pas un peuple, qui est rebelle. Mais quand on franchit un certain degré dans la tyrannie ou l'autoritarisme, ce peuple se soulève. Et on l'a vu dans l'histoire. Absolument. Et c'est absolument extraordinaire. C'est absolument une histoire à vivre. C'est un moment historique d'une exceptionnelle densité. Aujourd'hui, il y a de véritables inconnus dans le processus actuel, mais en tout cas, personne ne peut regarder ça comme un spectacle sans émotion et sans sentiment. C'est absolument, c'est un moment d'histoire unique. Est-ce que tu vois un parallèle entre ce qui se passe en Tunisie et ce qui se passe en même temps en Algérie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème de fond, notamment dans ces deux pays, où les jeunes s'impatientent et qui ne sont pas dans les postes de commande. Il y a un saut générationnel nécessaire pour ce pays. Et ces deux pays ont accusé un retard considérable pour des raisons différentes, parce que l'histoire n'est pas la même. Et on voit donc la Tunisie va certainement faire tache d'huile progressivement. Il y a quelque chose
de nouveau dans cette région qui va bouleverser plein de choses. Nos repères aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Il y a une étude qui a été menée qui s'appelle la Méditerranée 2030. C'est une étude de prospective et qui parle de cette Méditerranée. Quand on voit les problèmes, les menaces et l'absence de solution à des problèmes qui se posent depuis des années, et on se dit c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que ce pays qui a un potentiel considérable, ces pays-là ont passé leur temps, en tout cas leurs dirigeants, ont passé leur temps à gaspiller toutes leurs chances du bonheur ou l'accès à la prospérité. Et c'est ça qui est absolument difficile. Et on est en plus, c'est pour ça que par exemple l'idée de l'Union pour la Méditerranée ne marche pas. Parce qu'entre autres, il y a cette asymétrie, cette différence entre les deux rives de la Méditerranée. On est à un ratio de 1 à 10. C'est 1 à 10, 1 à 12. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, et l'argent qui est produit dans les pays du Sud et repart en fuite de capitaux vers l'Europe. Les problèmes du Maghreb ne peuvent être résolus qu'avec l'ouverture des frontières. Ils n'ont aucun salut sur l'ouverture, parce qu'il y a une telle complémentarité entre les peuples, cette espèce de différence positive, la possibilité de mutualiser les moyens. Pendant l'époque coloniale, en partie, il y avait cette interpénétration des familles. Et aujourd'hui, avec les États-nations, on a oublié tout cet héritage-là. C'est absolument, c'est-à-dire que, en fait, on a détruit d'une certaine façon l'idée du Maghreb. Ils ont par nationalisme, par cette espèce de faux arguments politiques. Et c'est pour ça que cette zone, elle est en retard. Il y a des urgences énormes. Et aujourd'hui, on voit dans l'écume de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est volcanique, c'est une région volcanique, excusez-moi, sociologiquement ou socialement. Et c'est pour ça que l'ignorance des réalités, la réalité finit toujours par rattraper les individus, parce que on peut pas se permettre un tel amateurisme. Et je crois que la responsabilité politique, elle est essentielle dans ce type de situation. Et donc, finalement, pour clôturer cette conversation, revenons vers la Tunisie, optimiste ou pas? Pessimiste? On peut pas, pour l'année qui vient. En fait, il y a des raisons d'être optimiste, en tout cas sur l'optimisme possible pour ce pays. C'est que ce pays a envie de renaître, d'être en rapport et en résonance avec lui-même, d'être lui-même, je dirais. Et puis il y a cette situation aujourd'hui où l'on est complètement dans l'entonnoir. Donc on est dans pas mal de scénarios et en tout cas au jour d'aujourd'hui, le pouvoir fait tout pour pouvoir donner l'impression de continuer, alors que le peuple, il y a un divorce total entre le peuple et la classe politique, en tout cas dirigeante. Et ça, c'est le plus ingérable et le plus difficile. J'espère que la lucidité l'emportera sur toute considération. Absolument, et je l'espère aussi. Eh bien, mon cher ami, merci. This was a North Africa Journal podcast. Thank you for listening.